bonjour à tous. Merci beaucoup à Céline. Je vais me lever parce que malheureusement, je n'ai pas pu imprimer cette semaine. Et du coup, je vais devoir regarder là. Et merci beaucoup au musée de Stella Matutina pour organiser ce débat, qui est très intéressant. Alors moi, je suis né en Espagne, mais j'ai fait ma thèse en France, à Paris. J'avais travaillé avant sur la question de la pollution industrielle dans le régime franquiste, qui est un régime autoritaire assez particulier, mais qui se rassemble un peu au système colonial, en fait, par rapport à certaines questions. Et quand je suis arrivé ici, j'ai dû changer mes recherches parce que ça n'avait aucun sens de travailler sur l'Espagne à 11 000 km. Donc, comme j'étais historien de l'environnement, j'ai commencé à voir, ça fait 4 ans que je travaille, à voir quel était vraiment l'enjeu majeur pour un historien de l'environnement sur la Réunion. Il y a eu quelques débats déjà précédents, quelques ouvrages par des anglicistes qui ont travaillé sur l'océan Indien, notamment un monsieur qui s'appelle Richard Grove. Et il y a aussi tous les travaux des historiens des départements du Cressois, Prosper F. Delfuma, Yann-Emmanuel Monnier, qui était ma partenaire des projets qui malheureusement ils ne sont pas été financés, pas encore, qui a dû partir, qui a travaillé aussi avec Céline, et que c'est grâce à elle, je pense, que je suis là aujourd'hui. Et du coup, je vais essayer de vous présenter quelque chose je pensais que c'était les choses qu'il fallait faire pendant la carrière que je vais développer ici, en fait. Il y a une question très importante quand on parle de la canne à sucre, et c'est là que je vais vous apporter de voir une longue durée qui est vraiment très très longue, une trajectoire dans les termes des historiens comme François Jarrig, qui implique des engagements, des dépendances historiques, des poids très très lourds et des leviers aussi à un moment donné qu'il faut tenir compte. Et la canne à sucre, c'est une culture qui s'est développée depuis le début de l'an 1000, au moins pour les Européens. Et malheureusement, les Européens, ils ne savaient pas les terres tropicales ou subtropicales pour la cultiver, donc ils ont dû coloniser depuis 1000 ans des espaces insulaires. Il y a aussi une autre question qui est extrêmement importante, qui est le fait que dans l'université, on va essayer de chercher une vérité qui ne va pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas une vérité pour la balancer à la tête de quelqu'un, c'est pour que les sociétés puissent comprendre d'où on vient, et le futur, c'est quelque chose qu'on doit construire collectivement. Alors là, je vais vous présenter juste 2 images pour faire vraiment un travail de longue durée, juste une image sur la canne à sucre dans le XVIe siècle, publiée en espagnol, non? Peut-être en partenariat avec les Portugais, c'est eux à l'origine de tous nos problèmes aujourd'hui. Et une autre ressource qui est très importante aussi, d'où ça vient le savoir des Espagnols, des Portugais, c'était les Arabes qui l'ont introduit justement dans la Méditerranée. Et pas que les Arabes qui ont été aussi soumis à l'esclavage par les chrétiens dans la première croisade, qui sont installés à l'île de Crète, à Chypre aussi, et après les Espagnols et les Portugais, ils l'ont répandu vraiment partout. Là, vous avez une vieille carte sur l'extension de la canne à sucre, qui est quand même originaire de l'Asie du Sud-Est. Donc forcément, ça a été véhiculé jusqu'à l'arrivée des marchés européens. Il ne faut pas oublier qu'on parle toujours en termes d'aristocratie, en termes de noblesse, etc. C'est pour quelque chose, et la canne à sucre n'était pas destinée pour l'alimentation de toute la population. Donc c'est quand même une marchandise de luxe depuis le départ, qui a été exportée, qui a été utilisée pour avoir de la monnaie et vraiment de la richesse. Après, si vous voulez, on peut revenir sur cette carte qui est toujours intéressante. Alors, il va y avoir plusieurs espaces insulaires qui se rassemblent. Leur histoire, c'est vraiment commune en termes de culture, d'agriculture, mais aussi en termes de société, de mélange, de métissage, d'hybridation, de syncrétisme. Et c'est vraiment ça ce qui m'a intéressé quand je suis arrivé à La Réunion. Je connaissais très très bien les îles des Caraïbes parce que c'est quand même beaucoup plus étudié. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une similarité, des particularités à chaque espace insulaire qui était très important à comparer. Donc, dans cette longue durée des îles à sucre, qu'on appelle comme ça dans les travaux des historiens des Caraïbes notamment, vous allez avoir une espèce de
des matrices qui se rassemblent, un régime de domination qui est exactement le même depuis le départ, depuis 1000 ans. Okay. Parce que nous commençons à appeler cela la colonialité. C'est quelque chose qui dépasse la période du colonialisme, qui est quand même le 19e siècle, l'impérialisme européen, mais qui remonte, qui a une histoire de longue durée très très longue, qui fait que dans certaines îles, ils vont utiliser justement la culture de la canne à sucre, essentiellement, mais pas que, parce qu'on va avoir aussi la même chose avec le cacao, le tabac, etc., ou l'huile de coco aujourd'hui, qui est très très long, c'est 1000 ans d'histoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Et à un moment donné, justement, la canne à sucre, ça a permis l'installation, on va dire, dans ces colonies insulaires du régime industriel. C'est-à-dire le fait de brûler l'énergie pour faire plus vite, pour augmenter les richesses, pour augmenter le capital et pour mettre des cadences de travail beaucoup plus inhumaines, beaucoup plus difficiles, etc. Ça, c'est quelque chose que les historiens cubains comme Moreno Flarinas, ils ont démontré. Une fois qu'on a introduit la machine à vapeur, les travailleurs esclaves de la canne à sucre, ils souffrent beaucoup plus qu'avant. Donc c'est vraiment l'exploitation, encore une fois, ultime de l'industrialisation. Mais qui se base sur une colonialité qui est en longue durée. On parle de l'époque des croisades, des Arabes, etc. Alors, dans ces colonies, il y a aussi un aspect qui est similaire et qui va être, on va dire, renforcé dans le 19e, c'est qu'ils vont mélanger des sociétés qui vont être considérées comme inférieures à la suprématie blanche européenne pour travailler, pour remplacer les esclaves dans les cas des coulisses ou des engagés, comme on parle en français, mais aussi d'autres populations qui, par exemple, dans l'Amérique latine ou dans les États-Unis, il n'y a pas que les esclaves et que les coulisses qui vont travailler, c'est aussi les Indiens, les descendants d'Indiens, les pauvres Indiens, ok? À un moment donné, c'est beaucoup plus mélangé, ok? Et John McNeill, qui est un historien de l'environnement très connu, on dirait, enfin, je pense que c'est le plus important, avait appelé cela les sociétés créoles et les écologies créoles pour les cas de Cuba, pour la partie du sud des États-Unis, Haïti, Saint-Domingue, etc. Et ils ont quelque chose en commun, c'est justement si on considère l'agroécosystème comme un système pas seulement agricole et pas seulement écologique, mais lié à la production humaine, à la société, à l'organisation sociale, au type de système de travail, en fait, qui est tout rassemblé dans ces mots agroécosystème. Ce n'est pas seulement l'agriculture, ce n'est pas seulement l'écologie, tout le système, la société, la culture, okay, qui va avoir deux aspects qui vont plus ou moins être en concurrence et ils vont être source de conflits à un moment donné. Il va avoir des sources d'entente, qui est la plantation de monocultures en canne à sucre, dans les cas que nous occupent. Et c'est ce que John McNeill appelait les Creole Ecology, les écologies créoles, qui c'est justement qui parlait Céline, c'est les espaces que les personnes qui sont en dehors du système de la planète sucre vont cultiver pour survivre, et qui est la base de la survie de la population, qui n'est pas du tout la base du système de monoculture, okay, qui est très important et qui est super difficile à calculer parce qu'on rentre dans une économie d'autogestion, d'autosuffisance, où il n'y a pas de statistiques, et c'est ça ce qui, pour les historiens, est super difficile à calculer, mais on sait très bien que c'est la base, une des fondements en fait, de la reproduction sociale dans ces îles. Alors, pourquoi comparer la Cuba et la Réunion? Moi, j'étais spécialisé dans le XXe siècle, donc forcément, je vais rester, même si on peut faire cette longue durée depuis 1000 ans, parce qu'il y a eu deux moments, on va dire, deux effondrements du système agroécologique qui ne sont pas les mêmes, ils sont des origines diverses, des décisions politiques diverses, mais qui vont avoir des cas de comparaison qui sont très utiles. On va trouver des possibilités de dialogue pour dire qu'est-ce qui a été mal fait ou bien fait à ce moment-là, à Cuba, à la Réunion, et comment cela peut aider dans les transitions futures. Parce que quand
quand on parle de transition, il ne s'agit pas de dire avant on faisait la canne, aujourd'hui on va faire autre chose. Okay, il faut tenir compte de cette trajectoire de longue durée qui est très très lourde, très, très pesante pour les sociétés créoles. Et qu'au même moment qu'il y a eu un effondrement, il y a eu tout de suite une transition, une substitution ou un changement rapide qui est imprévu, qui à ce moment-là, c'est grâce à l'histoire qu'on va avoir des données historiques fiables, c'est vraiment scientifique, mais l'idée c'est pas de le répéter parce que vous savez voir que le résultat n'était pas optimal, n'était pas le meilleur. Donc on va travailler sur la période spéciale de Cuba après l'effondrement de l'Union soviétique, qui est hyper importante parce que c'était l'Union soviétique qui fournissait le pétrole, qui fournissait toutes les énergies fossiles, qui fournissait tous les fertilisants, tous les pesticides, tous les engrais, absolument tout ce qui est chimique de la révolution verte des années 70. Donc les Cubains se sont retrouvés dans une situation sans son marché essentiel d'approvisionnement de toutes ces énergies fossiles et de tous ces produits chimiques qui venaient des énergies fossiles. Et en même temps, il y a eu un embargo des États-Unis, la loi Helms-Burton, qui a vraiment imprimé un rythme de transition spéciale. Et l'option zéro, c'est zéro pétrole, zéro pesticides, zéro médecine aussi de l'extérieur. Okay? Donc ils se sont confrontés à cette situation. Et on va les comparer avec les cas de la Réunion pour les blocus de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas du tout la même raison, mais qui va avoir justement des défis et des challenges en fait à faire pendant les années de blocus et qui vont avoir aussi des conséquences majeures dans les années suivantes. Alors si on compare un peu les sociétés, il y a quelque chose que nous essayons de faire à l'Université de la Réunion, mais on a besoin de la participation des historiens et des financements de recherche, que ce n'était pas le cas pendant les premières 4 ans. Donc on essaye de calculer vraiment la société dont on va étudier, dans ce cas la Réunion et Cuba, comme si c'était un organisme. C'est pour ça qu'on utilise le terme métabolisme. Okay? On pense à une plante, on peut calculer quelle quantité d'énergie elle a besoin pour vivre, des matières, je ne sais pas, des nutriments, etc. Et quels sont ces déchets, quelles sont les pertes d'énergie. Et on peut voir quelle société est plus ou moins durable en termes métaboliques, en termes de bilan. Okay? On peut retrouver ça dans les sources, comme ma collègue elle a parlé de toutes les quantités qu'on peut trouver dans les sources, surtout les douanes. La différence d'une île et d'un continent, pour les historiens, ça dépend de la branche historique, la discipline qu'on veut appliquer. Mais en termes agroécosystémiques, c'est que les frontières sont délimitées. Les îles sont des frontières vraiment délimitées, surtout les îles éloignées des continents, parce que n'oublions pas qu'il y a des petites îles à côté du continent. Donc la perméabilité est beaucoup plus difficile dans une île comme Cuba, les Açores, Madère, Canaries, La Réunion, Maurice, que dans un continent. Donc forcément, tout ce qui se passe dans une île va être renforcé, va être observable, va être facile à observer très rapidement. Alors si on calcule par exemple, ça c'est des calculs de prototypes parce qu'on n'a pas encore toute la série du XXe siècle. J'espère que dans 10-15 ans on arrivera à le faire. Ça c'est vraiment la dépendance de l'extérieur, comme disait ma collègue Céline, la Réunion exportait plus qu'elle importait. Donc, en quelque sorte, la Réunion était en train de donner des tonnes de matière et d'énergie à l'extérieur. Okay? C'était l'extérieur, c'était les sociétés européennes qui dépendaient de la Réunion. En 1938, avant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Réunion commence déjà à dépendre de l'extérieur. En termes de matière, en termes de tonnes, c'est déjà 2 kilos par habitant. Okay? Et par an. On ne fait pas la différence entre riches et pauvres, classe SE, moyenne, etc. On pourrait le faire aussi. Par contre, en 2014, l'étude de métabolisme insulaire faite par Nexa montre que la dépendance de la société réunionnaise est extrêmement majeure. Donc, comme vous allez voir, c'est ce qu'on va étudier tout à l'heure, il faut tenir en compte, c'est là, c'est vraiment la dépendance en termes de tonnes de matière de l'extérieur. Okay? Donc, forcément, s'il y a une crise, il y a une descente des produits pétroliers, s'il y a une crise sanitaire, une épidémie, surtout une pandémie mondiale, j'espère pas qu'il y aura une guerre, mais s'il y a un conflit dans l'océan Indien, il faut tenir compte qu'il va y avoir vraiment des difficultés pour
s'approvisionner en termes de tonnes de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le blocus? J'ai récolté un peu les données que l'historien du Cressois, Yvan Combo, ou Prosterev. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Daniel, bon, je vais vous donner après, Eugène Rousseau, qui a publié quelques données que j'ai pu trouver à la Bibliothèque nationale ou à la Bibliothèque départementale. Il y a eu un défi d'autosuffisance alimentaire énergétique avec zéro pétrole, ok? Zéro engrais, zéro pesticides chimiques, zéro ciment, qu'on oublie quand on parle de transition agro-écosystémique, parce qu'il faut vivre, hein, il faut produire des bâtiments, et bien sûr des médicaments, ok? Alors la solution du blocus, il y a une nommée dans les archives grande enquête alimentaire de 1941 que je pense que doit exister quelque part, mais il faut la trouver. Le gouverneur colonial de l'époque, qui était pétainiste, a décidé de se lier à l'axe totalitaire. Donc forcément, le reste des pays contrôlés par l'Angleterre dans l'océan Indien ont évité que la Réunion soit approvisionnée. Donc il a dû décider d'arracher la canne à sucre. Il n'a pas arraché toute la canne à sucre, on verra pourquoi. Il a arraché les 70%, ce qui en termes de surface était 2/3 de la surface cultivable agricole de l'époque. Il a substitué la canne à sucre pour le développement du maïs, justement, parce que comme la base alimentaire était le riz, il fallait trouver un céréale qui se rassemble. Et comme disait ma collègue Céline, le maïs existait déjà comme le riz à La Réunion, mais malheureusement le riz, ça implique un système agroécologique différent que le maïs. Donc forcément, on ne peut pas le substituer tout de suite. Vous savez, quelques chiffres, c'est quand même important de récupérer. Il y a aussi une substitution de la farine de froment pour faire du pain, qui est 4 tonnes, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un produit de l'élite, de l'élite coloniale, métropolitaine, ou je sais pas, créole, qui voulait continuer à dépendre, à faire comme en Europe. Hein. C'est quand même des élites créoles riches, ils vont se regarder toujours dans l'aristocratie européenne, ils ne vont pas se regarder ailleurs. Donc forcément, il y a une substitution de la farine de froment pour farine de manioc, et l'implantation justement des cultures pour fabriquer des haricots rouges et du soja. Il y a aussi un développement qui s'est créé pour avoir des pilules de quinquina pour substituer la quinine, parce que le paludisme était endémique à La Réunion. L'histoire du paludisme, de malaria, est très liée à la colonialité insulaire ou à la colonialité transatlantique. Donc le paludisme vient de l'Égypte, les moustiques viennent de l'Égypte, les esclaves qui sont résistants au paludisme viennent de l'Afrique. Donc tout ce système a été reproduit dans l'Amérique latine et après il a été répandu partout dans les îles avec le système de coulisses, d'engagés dès le départ du 19e siècle en fait. Donc vous allez avoir des reproductions des crises comme le paludisme en fonction justement de cette colonialité insulaire qui n'existait pas. Bien sûr, à La Réunion avant, il n'y avait pas ni les moustiques, ni la maladie, ni non plus les personnes qui n'étaient pas vulnérables, enfin, qui étaient résistantes à cette maladie. Donc, avec le reste des cannes à sucre qui restaient, l'idée c'était vraiment d'assurer une source d'énergie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'hydroélectricité. Takamaka a été créé un peu plus tard de la Deuxième Guerre mondiale, qui permettait justement d'avoir une essence, une espèce d'éthanol, ou bioéthanol, biodiesel, comme on dirait aujourd'hui. C'est plus ça, et ça serait bien que travailler avec des ingénieurs pour essayer de voir la qualité. Il paraît dans les sources que j'ai pu trouver aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-Marseille, avant de venir à La Réunion, parce que j'ai travaillé à Marseille, donc du coup, j'ai pu travailler avant sur La Réunion complètement par hasard. J'avais commencé par cela, par la production d'éthanol à partir de la canne à sucre pendant la Deuxième Guerre mondiale à La Réunion. Et on constate que
la pollution c'est énorme, que c'est un goût horrible, ça donne une odeur terrible, mais ça a permis quand même d'assurer certains services de transport essentiels. Et aussi un mortier à base de canne à sucre. Donc ça c'est hyper important pour les bâtiments. Dans les difficultés, il y a eu vraiment une insécurité alimentaire majeure, il y a eu une augmentation des taux de mortalité, surtout la tuberculose qui est directement liée à l'état alimentaire de la population, de l'épaludisme aussi qui est directement lié à l'état alimentaire de la population, mais aussi des problèmes par exemple en termes économiques, d'avoir la possibilité de faire des achats parce que c'était quand même un système d'exportation, donc forcément. Il y a eu aussi une espèce de rationnement, et ça on le trouve partout dans les situations d'après-guerre, y compris en Europe, en France ou en Espagne. Mais à La Réunion, ça a été important. Il y a aussi un développement qui est toujours parallèle d'un marché noir. Donc, vous allez voir que pour le cas de Cuba, c'est très similaire. Il y a aussi des problèmes de transport, parce que la chaîne logistique n'est plus assurée pour l'approvisionnement des marchés. Et des questions dont je vous ai déjà parlé, liées à la malnutrition, manque de médicaments, inégalité alimentaire, augmentation de la mortalité par paludisme, tuberculose, cachexie. Tout cela, c'est des maladies liées à l'alimentation. Soit c'est absence de nutriments pour les bébés, soit c'est absence de vitamines, ou justement les problèmes de diabète qu'on commence à étudier avec mes collègues de l'UFR Santé. Et bien sûr, des problèmes socioculturels parce qu'il y a toujours une inégalité sociale qui va se reproduire, qui va s'augmenter, et qui vont aussi créer une source de stress pour s'approvisionner dans les marchés. Okay? Les queues sont très célèbres dans la culture, dans l'histoire orale de La Réunion, non? Le fait d'attendre pour avoir ce type de produits essentiels. Si vous faites une enquête orale, vous allez voir que la plupart des grands moules vont vous parler que c'était un peu comme à Cuba aujourd'hui, comme à Cuba en 1991. Bon, il y a des questions alimentaires que j'essaie de récupérer dans les sources historiques pour comparer comment, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. C'est très important, il y a quelques rapports, on peut exploiter, l'alimentation, on peut la réduire à des questions énergétiques, parce que c'est des kilocalories, on peut comparer tous les systèmes énergétiques de La Réunion en mettant l'aspect alimentaire. On voit très très bien quelque chose qui est important, et ça on ne le trouve pas dans les sources, par exemple des nationales d'outre-mer, on le trouve dans les archives départementales de La Réunion, la question de l'inégalité alimentaire dans les périodes de crise. La période de blocus a généré une décennie, voire 15 ans de difficultés socio-économiques pour La Réunion. Ça implique par exemple que les classes privilégiées vont avoir plus de possibilités d'avoir des protéines animales et les moins favorisés, ils pouvaient avoir que 7 grammes par jour en 1956, c'est-à-dire 14 ans après le blocus. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi une vague d'immigration forcée. La France va essayer, via la départementalisation, mais il va créer des colonies à Madagascar, à la Saké, il va créer les services pour envoyer des travailleurs des départements d'outre-mer en France. Il y a aussi la question des enfants de la Creuse. Tout ça, c'est lié justement à la période de pénurie conséquente du blocus. Okay? Et bien sûr, au choix de revenir au système 100% de la canne à sucre, pour avoir du cash, pour avoir de l'argent, pour continuer à avoir des capitaux. Bon, la comparaison avec Cuba, c'est plus ou moins dans les mêmes termes. Vous allez voir que c'est assez important. La question de l'autosuffisance était essentielle. Et l'autosuffisance qui n'est pas seulement, alimentaire, mais énergétique. Donc la même chose, ils vont avoir les mêmes difficultés, les mêmes pénuries. Alors, les Cubains, comme c'est un peu plus tard, c'est 1991, il y a eu déjà les changements, on va dire, de mentalité au niveau global. Et vous allez trouver dans tous les styles, il y a des créations de sociétés
écologiques, des sociétés de protection de la nature. L'écologie dans les années 70, c'est l'éclosion brutale partout. Les travailleurs ils commencent aussi à réfléchir en termes d'écologie. Ce n'est pas seulement les intellectuels, les écologistes, c'est aussi les personnes qui sont dans les chantiers de travail. Donc, Cuba, elle est arrivée dans une période où l'agroécologie a été transmise par des chercheurs de Nouvelle-Zélande, surtout. Ils leur ont donné des systèmes de permaculture pour essayer justement de produire des cultures vivrières sans engrais chimiques, sans pesticides. Alors, ils ont développé aussi des jardins et potagers urbains parce qu'il y a aussi une rupture de la chaîne logistique à chaque fois qu'il n'y a plus d'énergie pour le déplacement des voitures. Okay? Et bien sûr, ils ont été obligés de transformer son économie étatique de concentration de la terre en main de l'État et créer des petites propriétés privées, et même en coopérative. Et c'est ça qui est important parce qu'il faut aussi penser que la main-d'œuvre agricole, c'est elle qui va soutenir le système de transition. La main-d'œuvre agricole, pour les cas de la canne par exemple, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Si tu n'as pas de travailleurs agricoles, la plupart d'entre nous, on ne saurait même pas faire pousser une tomate. Donc ils ont essayé de trouver plus ou moins des solutions, mais on va voir qu'il y a aussi des difficultés liées à cette transition. Ils ont dû réduire la production de la canne à sucre énormément, presque en même temps que la Réunion. Mais que ça implique aussi des problèmes de coupure d'électricité soudaine, comme ça. À Cuba, c'est quelque chose que mes collègues qui ont travaillé sur Cuba dans leur thèse, ils m'ont raconté, c'est quelque chose qu'on trouve dans la bibliographie que j'ai pu consulter. Il y a aussi des problèmes, comme à la Réunion, de rationnement, marché noir, etc., etc. Augmentation des prix des produits agricoles, parce que comme il en manque beaucoup de produits de cultures vivrières, les prix augmentent et la valorisation se fait par les prix, ça ne se fait pas ni par le travail, ni par les sols, ni par la propriété de la terre. Okay? On est quand même dans un marché d'échange qui est monétarisé. Et il y a aussi les problèmes liés à la rupture des stocks, de rupture de la chaîne logistique. Bien sûr, il y a aussi des problèmes liés à la malnutrition, stress, manque de médicaments. Le stress, on a tendance à l'introduire depuis très peu. Le fait de faire des queues pour tout, pour tous les produits essentiels, ça donne vraiment un stress qui si vous avez l'opportunité de demander aux personnes qui ont vécu le Holocauste, malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Il faudrait faire des enquêtes d'histoire orale parce que c'est quand même des personnes qui commencent à avoir 90 ans. Bon, il y a aussi des questions socioculturelles. Il y a 1991, c'est la crise des exilés cubains qui partent avec des engins super dangereux qui traversent le golfe du Mexique, non? Qui essayent d'arriver à Florida avec des bateaux mal construits, en fait, même des gonflables, des rues, etc., des migrations. Il y a aussi des inégalités rurales et urbaines, ça c'est extrêmement important aussi. Mais il y a aussi la substitution d'un régime qui était à la base socialiste par cette culture de survie individualisée, non? Parce qu'il y a un manque de produits, donc vous allez avoir des questions liées à cela. Là, je vous donne quelques chiffres. Ça, c'est le plus important. La production agricole, elle a monté alors que les fertilisants, les engrais, ils sont diminués. Ça, c'est grâce à la permaculture, mais il y a eu ces problèmes aussi qui continuent. Donc, les endroits qui sont bien approvisionnés, mais très très chers, et les bodegas d'État, parce que c'était des systèmes socialistes, complètement vides. Okay? Juste pour le débat, il faut juste réfléchir en termes d'énergie. On a toujours besoin d'une source d'énergie. Aujourd'hui, on a les énergies renouvelables, donc on n'est pas dépendant de la biomasse, par exemple. Surtout que la biomasse implique la pollution et qui implique aussi la pollution liée à la production de la canne à sucre. Il y a aussi le besoin de penser à la sécurité alimentaire et dans un système insulaire où
la terre est vraiment la rareté de notre ressource naturelle, une ressource essentielle. Donc il faut penser en termes de reproduction sociale et pas en termes de reproduction économique. Et on sait que dans les transitions, il y a eu un mix de cultures vivrières par la force de l'isolement, de l'autarcie. Il faut aussi augmenter la valeur de la production agricole, du travail, de faire valoir vraiment le travail manuel, qui est extrêmement important dans nos sociétés parce qu'on ne le fait plus. Il faut penser aussi à assurer une chaîne logistique qui est importante pour que les personnes qui sont dans les eaux ou dans les îles ne soient pas exclues des marchés, de l'accès, ou à l'inverse, parce que des fois, c'est eux qui vont être plus approvisionnés, mieux approvisionnés que les villes, et c'est les villes qui vont exploser au niveau social. Mais surtout, il faut privilégier un changement de paradigme, justement pour éviter ces crises socio-sanitaires qu'on a étudiées pour les cas, qu'on commence à étudier, que j'espère qu'on va bien quantifier pour les cas de Cuba à la Réunion, pour prévoir une transition qui soit vraiment socialement acceptable, qui soit vraiment pas source de conflit. Merci beaucoup. On va commencer les débats avec Pablo et Céline. Donc, par mesure Covid, pour ceux qui ont et celles qui ont des questions, je vais venir les prendre et je vais répéter. Je ne vais pas passer le micro, en fait. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions ? Excusez-moi, et pendant ce temps-là, Farid Obras s'installe pour qu'il ait le temps de faire sa présentation sur les énergies entre 11h30 et midi. C'est quoi la question ? Oui. J'en profite pour vous dire que M. Josse nous a dit que malheureusement, il est resté 1h30 sur le boulevard Sud et donc il ne pourra pas venir ce matin. Il va m'envoyer sa communication et je vais vous donner quelques données en début d'après-midi. Voilà, sur la nourriture au XVIIIe siècle. Bonjour. Alors, oui. Ma question est, quand j'ai vu là, diminuer la surface canier pour pouvoir faire du maraîchage, hein, comme on sait que la canne est quand même le pivot. Moi, je suis producteur de canne, hein, et quand on levait de la canne, et pour faire du maraîchage, comme on sait qu'il y a des terres en friche à La Réunion, je crois qu'il y a encore plus de 7000 hectares, et c'est pas préférable qu'on essaye de récupérer les terres en friche pour faire du maraîchage, parce qu'on sait que si demain la canne disparaît, ça veut dire moi je vais arrêter la canne, je quitte la canne moi, faire du maraîchage, est-ce qu'on ne va pas envahir le marché et on va tuer vraiment les vrais professionnels du maraîchage. Et comme on sait aussi, dans les pays de la zone, non, on n'a pas des pays qui peuvent acheter du maraîchage avec nous, et au contraire, ils vont venir chez nous ici. Et dans les années passées, en tant que syndicaliste, on a bloqué beaucoup de conteneurs qui venaient de Madagascar, mais au niveau réglementaire, et s'il n'y a pas de problème sanitaire, l'État français ne peut pas laisser rentrer les productions qui viennent des pays comme la Chine, l'Inde, Madagascar, Australie. Et moi, je dis qu'il faudra faire très attention parce que la disparition de la canne à La Réunion, et ça va être la catastrophe. C'est le pivot de l'agriculture réunionnaise. Il faut essayer de la maintenir parce que dans les années 70, on était plus de 44 000 hectares de canne en faisant 2 millions de tonnes de canne. On voit aujourd'hui, on est à 23 000 hectares. On est à peu près équivalent en tonnage. Par ces 3 dernières années, avec les cyclones, sécheresse, on a baissé en tonnage. Ça veut dire qu'on a perdu de surface, mais on a gardé le tonnage. Et il faudra faire très attention. Il faut que la canne reste le pivot.
Merci. Oui, merci. Je réponds très rapidement. Je ne vais peut-être pas te donner tous les détails. Comme j'ai dit, nous, on insiste pour dire que le but, c'est de ne pas forcément dire qu'on va éliminer la canne, mais trouver effectivement des surfaces encore disponibles pour développer les autres cultures. En fait, ça dépend. Il y a plusieurs variables là. Le problème de la canne, c'est que, par exemple, dans le cas de Maurice, il y a une étude de métabolisme insulaire avec la diminution des aides de l'Union européenne pour les anciennes colonies britanniques. En 2014, ils ont été obligés de substituer justement la canne parce que ce n'était plus rentable en termes de marché. Donc, si l'État diminue les aides à la production agricole, forcément la substitution ou le remplacement pour autre culture qui donne de la valeur ajoutée sera instantané. Donc, surtout parce que c'est des sociétés multinationales qui maîtrisent le marché. Et il faut penser plutôt en termes de maintien de la masse salariale des travailleurs agricoles dans le système de l'agriculture. C'est bon. Moi, je pense que c'est le cas de Maurice. Quand ils ont fait l'étude, ils se sont rendus compte que développer des cultures vivrières extraordinaires, ce n'était pas faisable parce que la population n'était pas capable de travailler dans l'agriculture. Il fallait tenir en compte la masse salariale ou les forces de travail, les travailleurs ou les travailleuses agricoles uniquement. On ne peut pas dire on va tous cultiver, on ne sait pas faire ça, c'est un métier, ça s'apprend, ça demande une culture. Donc c'est les travailleurs agricoles de la canne à sucre qui vont décider ce qu'ils vont faire le moment venu en fait. Si aujourd'hui c'est rentable, il y a des difficultés pour dire arrêtez de faire ça, faire autre chose. Oui. Une autre observation? Oui, ma première chose, c'est que j'ai trouvé très intéressant cette étude entre Cuba et la Réunion, et en particulier de partir de la Seconde Guerre mondiale, qui a été vraiment une période particulièrement intéressante et dramatique à la fois. Et effectivement, on voit que la volonté politique de l'époque, c'était quand même la survie. Et en diminuant de 70% la production de canne, c'était quand même un geste politique particulièrement fort qui a permis de survivre. Donc c'est pas rien, quoi. Donc aujourd'hui, le geste politique, je dirais qu'on l'attend. C'est-à-dire l'autonomie, on en parle beaucoup. La souveraineté alimentaire, on en parle. Mais aujourd'hui, on voit quand même assez peu de choses fleurir qui permettraient d'aller dans ce sens-là, autrement que les paroles. Donc ça, je trouve que c'est quand même un élément très intéressant de la démonstration que vous avez faite. Ensuite, friche ou canne, c'est-à-dire c'est ce que je viens d'entendre, là, friche ou canne, c'est un vrai débat, mais pour avoir ce débat-là, il faut avoir des vrais chiffres. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de nos importations par rapport à ce qu'on produit réellement. Et je pense que si on n'a pas les vrais chiffres, on ne pourra pas débattre sur la réalité. C'est-à-dire effectivement, il y a l'emploi, mais aussi qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire de la canne coûte que coûte parce que c'est la culture réunionnaise, ou est-ce qu'on s'engage véritablement par des reconversions? Et s'il y a des friches, quelles sont ces friches? Parce qu'aujourd'hui, les chiffres ne sont pas du tout clairs non plus. Donc vraiment, le débat, il est à clarifier. Et c'est vraiment très important qu'on voit aujourd'hui, ce que vous faites là, parce qu'il faut qu'on avance dans la transparence. Voilà. Donc effectivement, comme vous l'avez dit très bien à la fin, il ne s'agit pas de s'opposer, il s'agit de faire un futur de transition écologique qui soit bénéfique pour tout le monde. Mais si on n'a pas de transparence, il n'y aura pas quelque chose de vraiment de construit ensemble. Voilà, mais je trouve que ce que vous avez fait là nous éclaire sur ce qu'il est possible de faire quand il y a une vraie volonté. Voilà, c'est juste cette intervention-là que je voulais faire, mais il faut aussi qu'on travaille sur une réalité. Alors est-ce que vous disposez de chiffres qui permettent de savoir où on en est en termes d'importation et en termes de consommation locale? On a parlé d'Oasis au départ, hein, dans l'introduction que vous avez faite. Je sais qu'Oasis a des chiffres à disposition. Et aujourd'hui, on serait un quart vraiment de ce qui est consommé localement par rapport à l'importation. Donc voilà, est-ce que ce chiffre-là tient la route? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça?
on va peut-être pas répondre puisqu'on est là pour échanger. Nous, on a beaucoup parlé, on a proposé des pistes. Moi, je trouve que mon collègue propose un axe intéressant par rapport à conserver la masse salariale agricole parce qu'on en a besoin. Et comme il dit, le moment venu, là, c'est la population, la demande de la population qui va peut-être infléchir ou modifier le cours des choses. Voilà. Il y a une autre intervention. Oui. Connaissez-vous l'autosuffisance alimentaire actuellement? C'est la première question. Deuxième question, je ne pense pas qu'il faut diminuer les surfaces cannières. Je sais qu'il faut trouver un équilibre entre la diversification et la culture de la canne, sachant que la canne est la seule culture qui résiste au cyclone. Lorsqu'il y a un cyclone, on perd à peu près 20-30%, mais il en reste à cause de 70%. On dit que les petites cultures, un cyclone, ça dévalise tout. Donc pour moi, il faut trouver un équilibre entre la diversification qui est nécessaire et la culture de la canne à sucre. Autre chose concernant l'environnement. Je pense qu'il faudrait que nous mettions des règles en place. Quand on fait la culture ouvrière, à supposer qu'on développe à outrance, on se heurte à un problème économique. Parce qu'il y a l'importation massive à bas coût. Résultat, avec le coût de main-d'œuvre à La Réunion, on est plus compétitif. Alors que faut-il faire? Tout simplement, il faudrait que l'importation des pays qui produisent les oignons, par exemple, ou autres, respectent les règles environnementales de qualité. On est un pays européen, donc il est nécessaire de mettre en place des règles. Sinon, on n'est pas compétitif. Peut-être taxer davantage les produits importés pour que le planteur qui fait des cultures ouvrières puisse s'en sortir. Troisième chose, la canne énergie est une nécessité. La canne énergie, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de débat. La canne énergie pure simple. La canne n'existe pas encore. La culture de la canne énergie propre, proprement dite. Moi, je milite plutôt canne sucre énergie, mais pas la canne purement énergie. Parce que l'énergie qui est vendue aujourd'hui, qui est produite aujourd'hui, on ne pourra jamais rivaliser. Le prix de l'énergie à partir de la canne pure et simple par rapport à ce qui est produit aujourd'hui. Donc, ce qui fait que développer la canne énergie à outrance, c'est une hérésie. Parce que on ne sera jamais compétitif. Et ensuite, et puis les planteurs ne pourront pas vivre avec une canne purement propre énergie. Bon, donc d'autres questions, je laisse la parole pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur Pony. Effectivement, on est là pour prendre le point de vue de tout le monde
Et donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de voir les différents points de vue et de toujours de voir aussi les enjeux de la diversification, éventuellement de la diminution des surfaces agricoles consacrées au sucre, quelles peuvent être les conséquences. Le but, c'est bien de réfléchir, de ne pas reproduire la même erreur qu'au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'en changeant tout, on ne sait pas quelles vont être les conséquences un siècle plus tard. Donc le but, c'est de ne pas reproduire non plus les mêmes erreurs, mais de réfléchir sur les solutions adaptées, et on est là pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, enfin, je voulais juste apporter une précision. Maurice est le premier concurrent de La Réunion sur le marché européen pour les sucres de spécialité. Donc Maurice n'a pas abandonné le sucre non plus. Et Maurice a un grand avantage aussi, c'est que c'est un pays souverain, donc ils peuvent exporter sur d'autres marchés, comme en Chine, ce que ne peut pas faire La Réunion. La seule débouchée de La Réunion, c'est le marché européen. Et effectivement, oui, Maurice s'adapte à ce qui se passe dans l'Union européenne, notamment avec l'abandon la fin des quotas sucriers, le prix du sucre blanc sur le marché européen a chuté. Et donc Maurice, qui traditionnellement faisait du sucre blanc, a perdu ce débouché-là. Et justement, ils sont en train d'accroître leur production de sucre à plus forte valeur ajoutée, les sucres de spécialité. Et donc, ils nous concurrencent directement sur nos propres marchés. Et l'autre question que j'avais, c'était sur le fait que la production d'énergie à partir de la bagasse relâche du CO2. Je voulais savoir quelle était la quantité qui était absorbée chaque année par la canne à sucre et quelle était la quantité qui était relâchée lorsque l'on brûlait la canne à sucre. Et quelle est la balance? Merci. Si c'est une question technique, peut-être que M. Pony peut répondre. Hein. Ensuite, on passera à Farid Obras, puisqu'il va justement parler de l'énergie. Oui, alors, concernant les sucres spéciaux, effectivement, Maurice s'est mis à développer des spéciaux davantage. Donc, on se heurte à un problème de compétitivité toujours. Le coût de production à Maurice est plus faible que le coût de production à La Réunion. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, on se heurte à l'entrée massive des pays comme Cuba ou autres sur le marché européen. Et toujours à bas coût. Voilà, c'est une de la guerre, toujours la compétitivité. Bonjour, merci pour vos deux interventions. J'ai une question qui va faire le lien entre vos deux interventions qui porte sur la rationalité des choix politiques et économiques de développer la canne à La Réunion. Vous nous l'avez expliqué, Madame Jean Conne, que la canne se développe fortement à La Réunion dans la deuxième partie du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, la France prend aussi la décision de développer massivement le sucre de betterave, qui doit certainement coûter beaucoup moins cher que du sucre de canne, produit à 10 000 km et importé jusqu'à la métropole. Donc pourquoi La Réunion décide à ce moment-là donc d'aller plus massivement vers le développement de la canne, alors qu'il y a en parallèle du sucre de betterave moins cher qui est produit sur le territoire national? Et deuxième question, 20e siècle pour Monsieur Correa, c'est ça? Vous nous l'avez expliqué que pendant le blocus, donc il y a 2 tiers des terres qui étaient cultivées en canne qui sont arrachées pour qu'on y mette des cultures vivrières. Donc les politiques comprennent l'intérêt donc d'avoir des cultures vivrières qui soient cultivées localement pour nourrir la population. Pourquoi donc on décide après la guerre de relancer massivement la production de la canne? Alors, on va répondre très rapidement par politesse pour notre collègue qui a besoin d'intervenir aussi. Je réponds juste sur la première question. Il me semble qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un rebond de l'économie. Et donc, la production cannière ne posait pas de problème. Et le nombre de tonnages était toujours intéressant. Et puis, l'économie était déjà toute en place. On ne peut pas modifier comme ça toute la structure sociale de la société. Et donc, je pense que même si la betterave existait, c'était toujours intéressant de continuer à faire fonctionner un outil qui faisait déjà ses preuves.
Donc je ne sais pas si c'est l'explication la plus rationnelle, mais il me semble qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la production de sucre était toujours intéressante et la main-d'œuvre toujours aussi fonctionnait un peu sur le même mode. Peut-être que tu veux répondre sur... La question de la rationalité, c'est intéressant. Il y a, des fois, dans l'histoire, il n'y a pas de rationalité. C'est une trajectoire, c'est une décision qui a été prise depuis 1000 ans. Changer ça, c'est super difficile. Il n'y a pas de rationalité. Les marchés, l'économie, c'est pas rationnel. Ça, la valeur des capitales, c'est complètement irrationnel. C'est le goût, c'est le luxe, c'est l'aristocratie. Donc il n'y a pas de rationalité, il ne faut pas la chercher. Dans les îles, avant l'arrivée des Européens, il n'y avait pas la canne à sucre. C'était un choix politique, c'était un choix économique, c'était un choix des élites. Donc ça ne dépend pas des travailleurs, ça ne dépend pas des sociétés qui habitaient avant, ça ne dépend pas des sociétés qui ont été créées avec la colonisation. Donc c'est vraiment pas un choix rationnel du tout. Et par rapport au XXe siècle, c'est le retour à cette trajectoire qui était beaucoup plus simple que d'inventer une autre société. Ce n'était pas les cas de la France. La France ne voulait pas inventer une nouvelle société pour les départements d'outre-mer. Il voulait continuer comme avant avec beaucoup plus de liberté et d'essayer d'avoir plus d'hôpitaux et des aides sociales comme en France métropolitaine. La France a décidé de continuer la production coloniale basée sur la canne à sucre. C'est un choix politique. Si je peux me permettre, il y en a encore 2 questions. Juste sur un plan historique, pour apporter une petite réponse à ce choix, pourquoi la canne et pas la betterave. Il faut savoir qu'à l'époque, avec Émile Hugo, les directeurs de Sucrerie Bourbon, il a tenté de produire cette culture de betterave sur l'île. Et il a même ramené une machine. Alors là, le nom m'échappe, parce que je suis... peut-être M. Pony pourrait encore me rafraîchir sur cette grande cuve. Voilà, cette cuve, en fait, qui permettait de fabriquer ce sucre par la betterave. Il s'est avéré que... arrivé à La Réunion, il a remplacé la canne par la betterave et à travers cette machine, oui, la rentabilité était beaucoup plus vite, la productivité était beaucoup plus vite, mais beaucoup de problèmes techniques sur cette machine qui ne pouvaient pas être réparés sur place à ce moment-là et surtout beaucoup de mortalité puisque les personnes devaient rentrer dans cette cuve où à la base, pour enlever les tiges de canne, qui à la base ne devait pas avoir de présence humaine. Donc cette tentative-là a quand même été exploitée sur l'île, il faut savoir. Et donc après, je pense que comme Mme Jurkon l'a précisé, la canne étant tellement présente et tellement importante, on va dire, dans cette agriculture et aussi de par l'humain qui est présent avec ses savoir-faire et ses techniques, la continuité s'est faite par là. Mais là, je vous parle vraiment sur un plan purement historique de ce passé agricole. Je laisse la parole à ce jeune homme. Après, nous avons un autre monsieur également qui pose une question. Mais alors, est-ce qu'on pourra déborder sur midi, alors? Parce qu'il est déjà midi moins 20. Je vais être très bref. C'était pour apporter quelques précisions sur les questionnements du monsieur là-bas. Désolé, je ne connais pas votre prénom. Donc, je suis un peu porte-parole du collectif Oasis Réunion aujourd'hui. Et j'ai avec moi quelques chiffres, en fait, clés sur l'autonomie alimentaire actuellement à La Réunion. Aussi sur les surfaces exploitables disponibles et sur la part de la canne, donc, à La Réunion. Donc s'il y a des questionnements là-dessus, là je peux donner vite fait quelques chiffres, mais bien sûr c'est des approximations avec, donc on a fait des sondages auprès de la population dans les marchés, mais aussi au niveau des commerçants, pour avoir cette estimation-là. On a aussi travaillé avec le CNRS, qui est le Centre National de Recherche, donc, et avec eux on a mis en place une méthode GRAPH qui permet d'avoir une approximation du système agroalimentaire à La Réunion, avec donc des suggestions de trajectoires à venir.
dont une réduction du coup des surfaces agricoles attribuées à la canne, mais aussi une exploitation des surfaces en friche, et aussi bien sûr dans l'objectif de réduction d'utilisation de la consommation animale. Et dans un troisième point, du coup, mettre en place ce système-là partout à La Réunion, notamment dans les cantines et restaurations scolaires. Excusez-moi. Juste pour terminer, donc il y a des tracts qu'on pourra distribuer avec Pablo à la fin. Ils sont disponibles là-bas, mais on va faire ça très rapidement à midi sur la pause à midi. On a une journée entière à passer ensemble. On peut rester pour suivre les débats. Qu'est-ce qu'on fait? Une question. Le monsieur a gentiment patienté. Merci. Le mois dernier, on a eu la chance à La Réunion de recevoir une équipe internationale sur cette question d'aménagement de territoire en particulier, et pour lesquels il y avait la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays. Ils sont restés 2 semaines pour analyser un petit peu tout ça sous ces 2 angles, à la fois énergétique mais aussi alimentaire. Et Céline l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de répéter les erreurs du passé, mais bien d'en tirer des enseignements. Et pour tirer des enseignements, il nous semble, en tout cas, au niveau du pacte de transition citoyenne que je représente aujourd'hui, qu'il va falloir quand bien même expérimenter. Il s'agit de l'humain, il s'agit de l'avenir de La Réunion. Il n'est pas question de non seulement de théoriser, mais bien évidemment d'expérimenter. Et à ce sujet, on a une expérimentation de 1600 hectares sur le territoire de la CINOR, qui justement permet, là aussi, d'associer toutes les parties prenantes qui le souhaitent à justement préparer le changement de la société réunionnaise, notamment par rapport à 2 crises sanitaires, de 2 crises planétaires que la population traverse actuellement à La Réunion, en particulier, puisqu'on est en milieu insulaire, la crise sanitaire et la crise climatique. Donc très rapidement, c'est un projet de 1600 hectares, je l'ai dit, 60 hectares en avec 2 objectifs, l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Autonomie alimentaire par le biais de 60 hectares qui vont être affectés à l'agroforesterie et la permaculture. La permaculture, c'est aussi amener la société réunionnaise à être résiliente par rapport à cette problématique sanitaire, notamment puisque moi-même je suis co-coordinateur du mouvement Oasis Réunion. Et l'autonomie énergétique, puisqu'on aura une expérimentation de 2,5 hectares pour alimenter en énergie alternative, mais je pense qu'on en parlait tout à l'heure, sur l'éco-village. Merci. Bien, je vous remercie. On voit qu'effectivement, ça peut être une piste d'expérimenter sur des petits territoires précis, sur des surfaces bien définies, et voir comment est-ce qu'un petit territoire déjà défini peut fonctionner de manière autonome. C'est peut-être intéressant d'en tirer les bilans. Je pense que par politesse pour notre collègue Farid, on va passer à sa présentation. Et ben, je vous remercie pour les questions. Et sachez qu'on est là toute la journée, donc ça peut se poursuivre même en dehors de l'auditorium.